Bienvenue parmi nous sur le plateau des maternelles. Vous le voyez, depuis hier, on a fait le ménage, on a enlevé tous les pétales de rose que Grégory nous avait offerts pour la journée de la femme. Donc, sacré coquin. Voilà, c'était gentil, c'était une belle idée. On l'embrasse, bien sûr. Donc, pas de rose, mais un petit Maël. Qui est né mi-janvier à peu près, beau bébé, bien en forme. Maël, c'est quand même un prénom très en vogue, Elisabeth, oui. en ce moment. Donc on embrasse très fort ses parents, Lise, sa maman. Et longue vie à ce petit Maël. Allez, on découvre le sommaire. Aujourd'hui, Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, répond à vos questions de parents sur les doubles langues maternelles, la confusion des origines, etc., etc. Grégory Poitier nous annonce une nouveauté à la ferme, du fromage de lait de femme. Ce n'est pas du meilleur goût, mais c'est de l'art et c'est dans l'actu des maternelles. Et si vous pensez que la tomate mozzarella est pauvre en calories, eh bien vous vous trompez. Laurent Sora nous dit tout sur les faux amis alimentaires. Dans Que font-ils loin de nous, on est toujours au jet et on monte dans les œufs avec Léa. Et tout de suite, quand les parents conjuguent deux origines, comment évite-t-on les disputes sur l'éducation des enfants? Comment les élève-t-on pour que cette double culture ne soit que positive? Réponse avec les invités d'Elisabeth. Et quand je pense à double culture, je pense à ce que mon collègue Nagui a déclaré un jour. Moi, j'ai le cul entre deux chaises, mais moi, j'ai deux chaises. Traduction, c'est pas toujours simple à gérer pour un enfant, mais si vous, ses parents, vous l'aidez, eh bien, ça peut devenir une vraie richesse. Alors vous qui vivez en couple mixte, comment justement transmettre vos cultures le plus harmonieusement possible à vos enfants? On va voir ça ce matin avec nos invités, avec Sylvia, avec Véronica, avec Mahaman et avec le professeur Marie-Rose Moreau, qui est pédopsychiatre et chef de service à la maison de Solène. Et vous avez donc notamment une consultation transculturelle. Bonjour, bienvenue Bonjour. À tous les quatre pour cette émission qui me tient particulièrement à cœur, car elle me concerne tout particulièrement. Mais je suis loin d'être la seule concernée, puisqu'aujourd'hui, en France, un couple sur 7 est un couple mixte. Et justement, c'est souvent au moment où l'enfant paraît que les différences culturelles et que les questions de double culture peuvent devenir complexes. On s'est rencontrés à Abidjan par un matin tropical, très humide. De la même façon qu'on a habité ensemble tout de suite, on a eu envie d'avoir un enfant et Lounès est venue. Si Armand a des façons différentes de s'occuper de Lounès, j'aime bien voir ces différences, je trouve ça intéressant, je trouve ça amusant. Je trouve ça amusant de le voir le porter par les bras ou par les pieds, parfois pour l'amuser, ou quand les tantes d'Armand viennent et qu'elles le mettent au dos, je trouve ça bien, je trouve ça sympa. Ce que j'ai envie pour lui, quoi, c'est d'être un vrai métis, quoi. Mais un vrai métis, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment deux cultures, qui est ouvert à deux mondes différents. Sylvia, vous êtes d'origine roumaine, Oui. vous, votre mari d'origine marocaine. Oui. Est-ce que Inès, votre fille qui a 8 ans, est une vraie métisse, comme disait le papa de Inès? Oui, Inès est une vraie métisse. Donc si on reprend votre phrase du début, elle doit avoir le cul entre trois chaises. Oui, parce qu'il y a aussi la culture française, Française, marocaine, voilà. roumaine. Parce qu'on vit ici, elle est née ici. Ça peut devenir inconfortable. Mais Ça peut, mais je pense qu'on l'aide à pas l'être. oui. Donc, Dès le début, qu'est-ce que vous avez eu envie de lui transmettre? dès le début, si on parle de moi, j'ai eu envie de lui transmettre la langue roumaine, parce que je voulais absolument qu'elle ne se sente pas étrangère dans mon pays de naissance. Donc Inès, elle va avoir 8 ans bientôt. Elle est complètement bilingue. Donc elle n'est pas trilingue. Elle est juste bilingue. Et ce qui est déjà très bien, voilà. Donc j'ai voulu lui transmettre la langue en premier. Avant tout. Avant Oui. tout, voilà. Véronica, vous êtes d'origine mexicaine, vous avez Oui. 2 garçons, Alexandre qui a 8 ans et Luigi qui a 5 ans. Oui. Et vous avez eu le sentiment que l'arrivée de vos enfants pouvait creuser les différences culturelles? Oui, je crois effectivement que ça les creuse beaucoup plus. Parce que, comme elle dit Sylvia, on veut forcément transmettre des choses que nous, on a dans nous. La langue en fait partie. C'est vrai que moi, j'avais l'impression que si je ne parlais pas en espagnol à mes enfants, je ne pouvais pas leur transmettre l'amour, par exemple, où il y a beaucoup de non-dits aussi dans la culture.
que les gens qui sont étrangers à notre cercle familial ne peuvent pas comprendre. Et c'est vrai que quand l'enfant apparaît, on a des différences qui se voient plus dans l'éducation, donc comment on va appeler l'enfant, comment on va l'habiller, comment il va réagir notre belle-mère ou notre propre maman vis-à-vis de mon mari, etc. Toutes ces choses-là ressortent. Vous avez des exemples concrets en tête sur la cristallisation justement de ces différences, où vous n'êtes pas d'accord avec votre mari ou Oui, il y a des différences, par exemple dans leur façon de les élever, tout simplement, par des détails comme, par exemple, une fête d'anniversaire. Une fête d'anniversaire au Mexique, c'est quelque chose de grand, c'est une grande fiesta qu'on fait, même si c'est pour des petits-enfants. On invite beaucoup d'enfants, c'est vraiment une réunion familiale, presque on peut arriver à 100 invités. Ah oui, grosse fiesta en effet. Oui, donc effectivement, ce côté-là, ça nous est arrivé d'aller au Mexique, voir ce genre de fête, et c'est vrai que c'est des choses que mon mari a du mal à comprendre. Il dit pourquoi on fait tout ça pour un enfant? Parce que pour nous, c'est très important de célébrer avec les enfants, on est avec les enfants. En France, parfois, on est un peu strict avec eux, on les traite comme des petits adultes. Donc ça aussi, c'est des choses que j'ai vues. L'école est différente, on se sent un peu démunis vis-à-vis de l'école. Moi, ça m'a vraiment... je me suis posé beaucoup de questions pour le rentrer à l'école parce que je ne me sentais pas à l'aise vis-à-vis de comment ça allait se passer. Je ne savais pas dans quelle classe il allait. Vis-à-vis des autres mamans, je me sentais quand même démunie. Démunis, vous dites, est-ce que vous avez même eu peur que votre culture soit presque un handicap pour eux ou... Oui, je le ressens parfois, même encore aujourd'hui, alors que ça fait longtemps que je suis en France. Parfois, oui, j'ai l'impression que soit je ne comprends pas tout à fait ce que la maîtresse veut me passer comme message, j'attends quelque chose de l'éducation de mon fils que je ne vois pas, alors je pense que c'est un chèque scolaire alors que ça ne l'est pas. Oui, c'est vrai qu'on est confronté à des choses que les mamans françaises ne connaissent pas. Et je sens qu'on me vole quand même quelque part, enfin on me vole quand même quelque part une partie de ma maternité. À ce point-là Oui, il y a une perte quand même quelque part. Mon enfant ne me voit pas vraiment comme j'aurais été à l'école au Mexique, vis-à-vis de maîtresse, vis-à-vis de la directrice, vis-à-vis d'autres mamans aussi. J'ai l'impression que parfois mes enfants, c'est peut-être pas vrai, hein, mais c'est une impression, qu'ils ont plus de mal à se faire inviter chez les petits copains parce qu'ils ont une double culture, les mamans pensent à 2 fois peut-être, pas forcément qu'elles m'aiment pas, mais c'est une impression que j'ai. Pour moi, il y a un manque, on rate quelque chose en étant maman, dans une culture différente. Cette impression. Non. Pas du tout. Pas du tout. Inès est à l'école, elle est en CE1. Et j'ai l'impression de ce côté-là que je ressens complètement le contraire en fait. Oui, j'ai vécu très différent. Ça dépend peut-être de son propre vécu, de la manière dont vous êtes intégrée aussi en France peut-être. Je pense aussi que ça dépend de l'école. Dans l'école d'Inès, il y a des enfants de différentes origines, donc je ne ressens pas du tout... Naaman, vous avez 3 filles, vous êtes d'origine malienne, donc 3 filles, Aminata qui a 8 ans, qui est née d'une première union, Mouneissa qui a 3 ans et Radiatou qui a 4 mois. Et pour vous, ça a été dès le départ une évidence qu'il fallait leur transmettre votre culture? D'abord, moi, transmettre la culture, c'est aussi transmettre une image de moi. Moi, j'ai toujours été accepté par les autres, par ma culture, ce qui fait mon image personnelle. D'où j'estime déjà positif, il faut le transmettre à mes enfants aussi pour qu'ils puissent se sentir à l'aise et aussi mieux vivre leur double culture. C'est un avantage dont il faut vraiment profiter, quoi. D'où j'ai commencé par d'abord les apprendre ma langue. Aminata, c'est d'une première union, qu'on va dire. Donc, elle est déjà née au Mali, elle parle déjà bien la langue. Mais Mouneissa, qui est la deuxième, qui a 3 ans aujourd'hui, j'ai commencé à lui parler depuis dans le ventre de ma langue. Ah oui. Voilà, donc... elle me répond aujourd'hui dans ma langue, ce qui est un grand plaisir pour moi. Si je dois transmettre une culture, ça doit d'abord passer par la langue. D'où c'est tout à fait un plaisir pour moi de continuer à parler ma langue à mes enfants.
Et sur les différences dans la manière d'éduquer, Véronica en parlait, Oui. ce sont des choses qui existent aussi dans votre foyer Non, pas tout à fait, mais peut-être nous on est dans une petite ville où on est pratiquement accepté par tout le monde, on va dire. Donc moi je ne vois pas ces différences-là. Ou peut-être aussi je ne suis pas une maman, donc Mais je veux de dire la vie d'un père, c'est pas tout à fait la même chose. Mais je veux dire, avec votre femme, est-ce que vous avez des divergences parfois sur la manière d'élever vos filles, tout simplement Pas tout à fait, non. On n'a pas de difficultés parce que nous, au départ, avant les enfants, nous avons eu à trouver les points communs entre nous déjà, entre la différence d'éducation, la différence de culture, la différence de religion. D'où, à la base, il fallait d'abord trouver un compromis entre nous, ce qui est la tolérance vis-à-vis de l'autre et aussi la communication, tout passait par là. C'est vrai qu'au départ, quand on se connaît, on ne pouvait pas s'asseoir du jour au lendemain pour dire, bon, voilà mon éducation, voilà ton éducation, comment allons-nous faire? C'est au fur et à mesure, à chaque occasion qui se présentait, on essayait de s'asseoir, discuter. Bon, moi, on m'a éduqué comme ça, toi, on t'a éduqué comme ça, mais entre nous, quel va être le compromis? C'est vrai que dans toute l'éducation qu'on aperçoit aussi, on ne va pas forcément prendre tout comme positif. Moi, j'ai eu beaucoup d'éducation, comme ça se passe au Mali. Ce n'est pas que les parents qui vont s'occuper de l'enfant. C'est aussi l'entourage, c'est aussi la famille, même les voisins. Donc, à travers ça, je prends tout ce qui me semble positif dans les différentes éducations. C'est qu'il y a à discuter avec ma femme, voir si elle est d'accord aussi et transmettre ces idées-là aux enfants. Modèle de dialogue, hein, dis donc. Oui, donc au départ, il faut ça. C'est hyper, pour autant, c'est très important, en effet. J'imagine qu'il y a beaucoup de dialogue, professeur Moreau. Bah oui, c'est évident que le dialogue est nécessaire dans ces situations de métissage, mais je trouve que Sylvia, Véronica et Mahamad ont bien mis en évidence d'abord la beauté du métissage, mais aussi les difficultés, parce que même lorsqu'on parle de dialogue, dans le dialogue, il y a l'idée qu'il y a un écart, qu'il y a une différence, qu'il y a quelque chose qu'il va falloir négocier. Et sérieusement, ça va pas sans... Il y a toujours une petite souffrance qui peut apparaître. Alors après, justement, on fait avec, on la transforme, on négocie le prénom des enfants, on négocie les rituels, on négocie les fêtes, on négocie le rôle des hommes et des femmes, hein, parce que c'est pas du tout la même chose. On négocie comment on fait dedans, dehors. L'école, il y a des étapes aussi qui sont... bien sûr, la question de la transmission de la langue, moi, en tant que spécialiste, vraiment la question de transmettre la langue pour que le métissage soit réussi, c'est vraiment un élément très important. La langue ou alors une représentation, vous le disiez très bien Mahamad, une représentation bonne de soi. C'est-à-dire, si on peut transmettre la langue, faisons-le, ça permet tout après. Mais au Et moins, si on ne peut pas transmettre la langue, Il y en a qui transmettent par la langue. par quoi ça peut passer d'autre alors? la langue, c'est quand même très très important. Il ne faut pas y renoncer trop tôt, parce que là, on parle des petits, mais après, il y a aussi les adolescents qui, dans leur construction identitaire, on recherche souvent quelque chose de la langue. Mais si, pour une raison ou une autre, on ne peut pas transmettre cette langue, reste la transmission d'une image de soi bonne, comme le disait Mahamad tout à l'heure, c'est-à-dire, ça passe, on choisit l'histoire, des rites, des manières de faire la fête, des manières de s'occuper des bébés, des manières de valoriser une philosophie, des choses très très pratiques, du graphisme, enfin peu importe, quelque chose que l'on considère comme bon, important, des manières de faire, des rituels. Vraiment, l'essentiel, c'est que l'enfant, il ait une double bonne image, qu'il ait une image bonne, en particulier de la partie la plus minoritaire et la plus stigmatisée. Parce que là, on parle comme si on était dans le meilleur des mondes et qu'il n'y avait pas de racisme et de stigmatisation. Il y a du racisme et de la stigmatisation des enfants différents. Donc, ça veut dire qu'il faut que l'enfant puisse trouver aussi à l'intérieur de lui une capacité à dépasser ça et en faire quelque chose de plus. Parce que les enfants métis, c'est des enfants modernes, c'est les enfants de demain. Et sur la manière de s'occuper des bébés, justement, je crois qu'il y avait un petit décalage avec votre femme, non? Oui, disons, si on peut appeler ça un petit décalage. Le décalage était surtout moi par rapport à ce que j'ai suivi comme éducation dans mon pays. C'est que chez moi, les hommes n'ont pas l'habitude de s'occuper des enfants à bras-le-corps comme on le fait ici. Voilà. Quand un enfant est né, c'est totalement à la charge de la femme. C'est la femme qui s'occupe des enfants. Et les pères, son devoir, c'est d'apporter ce qu'il faut comme la nourriture. Mais moi, j'ai carrément, ça j'ai changé, hein, d'où aussi je vous disais la tolérance. J'ai laissé mon côté d'éducation sur ces côtés-là
pour affronter celui du français, on va dire, s'occuper des enfants. Et j'ai pris du plaisir à le faire. Donc, danser avec vos bébés. Je danse avec les enfants, je les fais danser, ce qui fait souvent. peur un tout petit peu souvent à ma femme, parce que c'est vrai que je les fais danser un peu tôt. Ici en France, on dit qu'il ne faut pas... Faut pas secouer les bébés. Faut pas trop secouer les bébés, ça fait bouger le cerveau. Je dis, si c'était le cas, moi, mon cerveau, il allait être à l'envers. Parce que moi, j'ai été dansé comme ça quand j'étais petit. Donc moi, j'y prends du plaisir à faire ça. Et je pense que les enfants aussi, parce qu'on voit ça sur les visages. Mais ici, ça a toujours fait peur à... Ça, c'est important parce que dans le monde, en fait, il y a ce qu'on appelle les bébés mous et les bébés durs. Les bébés mous, c'est les chez nous, c'est les bébés dont on a peur de les stimuler, justement. On ne sait pas les manipuler. Et puis, nous, on les regarde et on leur parle beaucoup. Puis ailleurs, il y a les bébés durs parce qu'on les stimule énormément, on les porte, on les masse. Et effectivement, c'est très profond parce que dès qu'on change ou dès qu'à l'intérieur de la maison, il y a deux représentations, on a l'impression que l'autre, il est violent ou que l'autre, il délaisse l'enfant. Donc, il y a vraiment tout un travail. Mais c'était pour tout pour Moneïssa la deuxième, mais maintenant pour la troisième, donc je pense que ma femme s'est beaucoup adaptée à ma façon de faire. Voilà, donc maintenant ça passe très bien. Nous allons faire la connaissance de la petite Lilou. On a passé une journée avec elle, une journée particulière d'ailleurs dans la culture de sa maman. Lequel tu préfères? Le rouge? Dans le cadre des festivités du Nouvel An chinois, Lilou assiste ce matin à la danse du dragon. Les Chinois du monde entier font la même chose. Donc pour nous, pour Lilou, c'est important qu'elle comprenne ce que ça signifie tout ça. Et on est un peu nostalgique du pays quand même. Il y a deux choses importantes. La première, c'est qu'elle n'oublie pas qu'elle a des racines chinoises. Ça, c'est quand même sympa. Et puis ça nous donne l'occasion de prendre le meilleur des deux. C'est-à-dire tout ce qui est sympa d'un côté, on va le prendre. Tout ce qui est sympa de l'autre, on va le prendre. Et puis ce qui est éventuellement un peu moins sympa, on le laisse de côté, quoi. Donc en fait, on prend le meilleur. Et toi, tu te sens chinoise ou française? Jusqu'à ses 13 ans, Patricia a grandi en Chine. Tout naturellement, elle souhaite transmettre cette culture à sa fille. Maman, 给你买点猪脚好吗？要啊，红烧的吃好吗？Oui, parce que Lilou, elle aime bien manger les choses un peu bizarres pour les Français. Elle aime bien tout ce qui est pied de cochon, langue de porc, pâte de poulet. C'est une oreille de cochon. C'est spécial quand même. Hein. Et ça, t'aimes bien toi manger ça, hein? Eh oui. Ça, c'est des trucs chinois, ça. Papa, il mange pas ça. Vous mangez chinois à la maison ou français? Très souvent chinois. La plupart du temps chinois. Je confirme. C'est quoi? C'est des intestins de porc. C'est des intestins de porc. Je raffole des intestins de porc. Oui. Vraiment. Lilou, 大肠要吗？回家做大肠好吗？要。Elle a dit. Elle aime bien. Oui, oui. Hop. Tiens, par contre, je veux bien un pamplemousse là-bas. Là. Ah. Ça, c'est bon. Ça. On va peut-être prendre un petit peu de produits français quand même. Allez, on va prendre un peu de Provence. Voilà. 带到森林里，看他让他去杀他。他跟他说：“你去把他杀了。” Mais pas d'inquiétude pour le père de Lilou quant aux racines françaises de sa fille. C'est pas nécessaire de la préserver parce que de toute façon j'ai un avantage sur eux. On vit en France 99,9% du temps. Donc la culture française, elle l'a à l'école, elle l'a partout. Non, ce qui était important, c'est de lui préserver la culture chinoise, par contre. Et je pense que ce serait bien qu'on mette une robe chinoise pour fêter le Nouvel An. Qu'est-ce que tu en penses? Elle est belle, hein? 春节，对吗？ Tiens, tu lèves la tête, ferme les yeux. Je vais te mettre les paillettes, hein, d'accord? Oh, les paillettes partout. Ouais. Tu vas être belle. Belle princesse chinoise.
Tu fais un rond. Comme cela se fait en Chine, la famille est venue prêter main forte pour la préparation du dîner de fête. Tu décolles. C'est moi qui mets. Tiens, je les mets et c'est toi qui les fermes, les raviolis. Et celui-là, c'est toi qui le manges. Hein. D'accord? D'accord. Pour fêter le Nouvel An chinois, on a invité la grand-mère française et les cousines chinoises. On l'a fait en ravioli, Clara, tu veux? Non. On va la manger? En Chine, on mange des chats? Non. Non? T'es sûr? T'as plus faim? Mais pour certains membres de la famille, certaines habitudes chinoises sont encore difficiles à adopter. Ma belle-mère n'arrive pas tellement à... Non, je craque, j'arrive pas. Voilà. Si je veux vraiment manger, alors, faut que je prenne ma fourchette. Alors en fait, on la torture pendant une petite demi-heure en lui donnant pas ni couteau ni fourchette. Puis après, quand on voit que vraiment elle se nourrit pas. Bonne année, Bonne année Lilo, bonne année Shawan. Bonne année. Apprendre le meilleur des deux, disait le papa de Lilou. Mais moi, à l'inverse, il y a quelques années, j'ai entendu une maman d'enfant métisse dire il faut choisir son camp. C'est pas possible. Non, je pense que... C'est-à-dire? Je crois que c'est les deux qu'il faut prendre à des doses qui peuvent varier en fonction des moments. Oui, parce qu'il y a quand même. Ce qu'elle voulait choisir. dire, j'imagine, c'est qu'il y a quand même une culture dominante et une culture dominée, Toujours. non? Oui. Toujours, il faut mais l'admettre. comme le dit le papa, il faut essayer de trouver une manière de faire. Oui, je Véronica. pense que moi, personnellement, je pense qu'il est difficile d'être dans un camp seulement. Par mon vécu personnel, je sais qu'au début, je voulais, à tort, entrer dans le moule de la France. Être française, c'est comme ça, c'est comme ci. Et je pense que ce n'est pas possible. À un moment donné, il y a le vrai moi qui ressort. Et puis les enfants, il faut qu'ils nous retrouvent comment on est vraiment. Donc on ne peut pas vraiment choisir un camp. Alors là, on parlait beaucoup de ce que nous, parents, on pouvait faire, mais l'enfant, il est aussi confronté au regard de l'autre, qui parfois lui renvoie sa différence. Donc du coup, comment vous réagissez dans ces situations-là? Ça dépend de l'âge de l'enfant, je pense. Et l'enfant lui-même, à un moment donné, petit, je pense, par exemple, Inès, à 3 ans, on lui demandait, Inès, qu'est-ce que tu es? Tu ressens quoi? Et elle me disait, maman, je suis roumaine parce que je veux être comme toi. Donc elle disait à l'école, je suis roumaine, alors qu'un peu plus tard, elle va dire, je suis française, et puis elle va rechanger, elle va dire, je suis roumaine pour ressembler plus à maman. Et pour faire exprès, pour ne pas ressembler au papa, elle dit, moi je ne suis pas du tout marocaine, c'est pour s'opposer à son papa en fait. Donc je pense que ça dépend de l'âge de l'enfant. Mahaman, elle se situe comment, vos filles, elles? Mounissa, qui a 3 ans, c'est vrai qu'il y a des moments où elle me pose tellement de questions, où elle veut vraiment être comme son papa. Chose que je lui dis souvent, tu sais qu'il y a maman aussi, il y a telle culture. Des fois, par rapport au plat que je lui prépare, comme elle est vraiment gourmande quand elle goûte les plats, donc elle aimerait bien apprendre aussi. On est déjà allé au Mali avec elle aussi, quand elle avait 1 an et 6 mois. Donc elle a gardé certaines mémoires de là-bas. D'où souvent elle me demande des petits copains qu'elle a trouvés là-bas ou des filles qu'elle a rencontrées. Est-ce qu'on peut aller voir telle personne ou est-ce qu'on peut aller voir telle tante ou telle mamie? Je lui dis, c'est pas maintenant, il faut attendre encore plus tard. Mais des fois, elle veut réclamer son côté. Moi, je suis blanche et toi, tu es noire. D'où des fois, elle continue, quand elle était encore plus petite, vers 2 ans, elle me demandait pourquoi il y a ceci, pourquoi maman est blanche et toi, tu es comme ça. On avait acheté un livre qui expliquait papa est le fils du soleil. Maman, la fille de la lune, donc toi, tu es la fille des dés. Voilà. C'est joli, ça. C'est la princesse de la lune et du soleil. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est encore dans cette ambiance-là. Et avec la grande qui est arrivée du Mali, donc des fois, elle lui dit, toi, tu es noire, toi, tu es la fille du soleil. Moi, je suis la princesse de la lune et du soleil. Voilà. C'est un avantage pour elle aussi. Voilà. Marie-Rose Moreau, est-ce qu'il y a vraiment des pièges à éviter sur ces questions de double culture et de transmission? Alors, si on en croit les adolescents, parce que je trouve que c'est les adolescents souvent qui nous montrent les difficultés,
c'est surtout l'effacement d'une partie complète, quoi. Parfois avec des bons sentiments d'ailleurs. Hein. Parfois on se dit ça va favoriser l'inscription de l'enfant dans le monde français, comme vous le disiez tout à l'heure. Et je crois que l'effacement d'une partie de soi, ça peut faire du mal en fait aux enfants. Et puis aussi d'ailleurs les parents qui peuvent en ressentir après une sorte d'amertume, quoi, de ne pas avoir transmis tout ce qu'ils voulaient transmettre. L'autre point, c'est peut-être aussi de faire des hiérarchies, de dire ça, c'est plus important que ça pour telle ou telle raison. Je crois que il revient aux enfants en fait de trouver leurs ingrédients et comme vous le disiez bien tout à l'heure, en fonction du développement de l'enfant, mais ça continue. Par exemple, je pense qu'après, quand on est jeune adulte et lorsque soi-même on est enceinte, la question se repose encore. Donc c'est vraiment tout un long chemin comme ça de modernité, quoi. Et donc je crois qu'il faut éviter la hiérarchie. Et puis, dernier point, peut-être, c'est d'éviter aussi les bons sentiments, quoi. C'est pas une chose simple, c'est pas une chose facile, c'est une belle chose, c'est magnifique, mais c'est pas, ça vient pas comme ça tout seul. Et le monde extérieur, il faut, d'une certaine façon, ces enfants sont encore des aventuriers, des précurseurs, et leurs parents aussi. Et nous qui les aimons aussi, quoi. Il faut, le monde extérieur n'est pas, il a encore une tendance. Il y a des moments à mettre le point sur la différence. Voilà, que la différence est négative, de stigmatisation, de racisme. Et donc, il y a une sorte de travail et d'engagement. Sylvia. Oui, c'est pour ça qu'à l'âge de préadolescence, en fait, ils rejettent carrément à un moment donné aussi bien la langue, s'ils la parlent, que le fait d'avoir des parents étrangers. Oui, parce que c'est un âge où on va voilà, c'est un âge où il faut absolument rentrer dans le moule. Et après, ça revient, je pense. Alors, une belle idée pour renforcer la culture d'origine, c'est Bénédicte que nous allons accueillir tout de suite, qui l'a eu. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Vous allez venir nous parler de votre société qui s'appelle les Petits Polyglottes. Voilà. C'est quoi le principe alors? Alors le principe, c'est d'avoir des nounous qui parlent la langue que vous avez choisie pour votre enfant et qui transmettent la langue et la culture parce que toutes nos nounous sont de langue maternelle, de la langue choisie par les parents. Super. Et ce sont des nounous qui font des gâteaux aussi. Alors, à travers la culture, donc aussi bien culinaire, pardon. Donc là, voilà. c'est alors c'est un pudding anglais. Donc fait par une nounou anglaise. Voilà, et un petit avec qui elle est. Ça, c'est une piñata mexicaine. Donc un petit peu une piñata. Alors d'habitude, c'est quoi une piñata, Véronica? Une piñata, c'est un objet qu'on fait pour les fêtes. Donc il est fait des papiers et puis on le casse au fait et il y a plein de bonbons dedans. Voilà. Oh, donc chouette! Il y a vraiment plein de bonbons dedans? Il y a plein de bonbons dedans. Donc voilà. Et là, en fait, c'est une... Je vous l'offre, Véronica. Voilà. Je ne sais pas si j'ai le droit. Bien sûr, avec plaisir. Et là, en fait, c'est une nounou chinoise qui travaille les idéogrammes chinois avec les enfants, enfin, qu'elle garde pour pouvoir transmettre justement. Donc, en fait, l'idée, c'est de montrer en fait que les idéogrammes représentent des formes, que ce soit, voilà, alors là, maintenant, ça représente un bonhomme, donc ça passe par le fait de dire que ça ressemble à un bonhomme, et donc, ils transmettent aussi l'écriture à travers ça. Ça vous paraît être une bonne idée, Marie-Rose Moreau, de se faire aider comme ça par quelqu'un d'extérieur pour transmettre sa culture ou... En tous les cas, la notion de polyglotte est de transmettre les langues de manière multiple, par le plaisir, par le jeu, par les habitudes, par les arts. Ça, c'est toujours des choses qui aident beaucoup les enfants. Merci beaucoup, Bénédicte. Mais je vous en prie, c'est moi. On va accueillir Nathalie maintenant. Alors, en vous écoutant ce matin, j'avais en tête les images du film La Première Étoile. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Vous ne voyez pas ce film qui est sorti, qui était justement présenté au César. Et alors, il y a une scène dans la salle de bain de la petite fille qui est en train de se laver les dents.